Merci infiniment pour votre invitation. Bravo pour cette journée extrêmement active et intéressante. Alors, je vais essayer d'être assez rapide dans ma présentation parce qu'il y avait un certain nombre de questions qui nous ont déjà été adressées et je pense qu'il faudra qu'on prenne du temps pour la discussion. Ce d'autant qu'en fait, mon intervention s'intitule « Greffe et aplasie médulaire ». Quelles sont les actualités? Et que finalement, des actualités, il n'y en a quand même pas tous les 6 mois, ni même tous les ans dans ce domaine. Alors, ça ne veut pas passer comme ça, on va passer ici. Vous connaissez évidemment le PNDS qui a été republié il y a environ 18 mois, puisque votre association a participé à ces relectures, et donc vous connaissez très probablement cet algorithme. Alors, ce qu'on sait dans l'aplasie médulaire, et ça, ce n'est pas une nouveauté, mais vous le voyez ici, c'est que l'allogreffe est finalement restreinte à un petit contingent de patients dans ce qu'on appelle l'allogreffe en première ligne. D'emblée, eh bien, il faut d'une part que le patient ait moins de 40 ans, et on rebondira sur une question tout à l'heure, et qu'il ait en plus un donneur géno-identique, c'est-à-dire un donneur totalement compatible dans le système majeur d'histocompatibilité, ce qu'on appelle l'HLA. Et quand on dit totalement compatible, c'est 10 sur 10. Et ces donneurs géno-identiques sont des donneurs qui sont soit des frères, soit des sœurs. Et comme on le demande, nous, alors moi je suis pédiatre, on le demande aux parents, mais même papa, même maman, pour tout à fait s'assurer qu'effectivement, on est bien dans ce cadre-là. Et là aussi, je rebondis sur une question que j'ai lue préalablement. Oui, de facto, bien, on a une chance sur 4 d'avoir un frère ou une sœur qui est compatible, et pas plus. Et puis de toute manière, c'est très aléatoire. On a ou on n'a pas, on ne le choisit pas, c'est de la loterie, mais de facto, d'un point de vue loi de Mendel, ça ne peut pas être plus de 25%. Alors pourquoi est-ce qu'on propose l'allogreffe en première ligne quand on a un donneur intrafamilial? D'une part, c'est parce que comme vous le voyez là, ça donne de bons résultats, ce sont des résultats ici de Saint-Louis qui ont été publiés en 2012. Vous voyez ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon médical, la survie globale, elle est autour de 90% à un suivi médian, donc là, qui est là supérieur à 5 ou 6 ans, supérieur à 6 ans. Donc évidemment, c'est un résultat qui est très satisfaisant, même si, il faut bien le reconnaître, on a à faire face à un certain nombre d'événements secondaires. Alors, un cancer secondaire parmi 61 patients, c'est difficile de dire si ce patient il aurait fait ou non un cancer de toute manière dans la suite de sa prise en charge. Toujours est-il qu'il est là, ce cancer secondaire. Et puis, en post-greffe, vous le savez, il nous arrive d'utiliser des corticostéroïdes de façon plus ou moins abondante parce qu'il y a de la maladie du griffon contre l'autre et ces corticostéroïdes peuvent être responsables d'ostéonécrose. Après ça, la même chose, complications vasculaires versus cancer secondaire, un patient, c'est très difficile d'avoir une idée sur l'imputabilité du traitement. Et puis les troubles endocriniens, là aussi, c'est probablement lié comme ostéonécrose essentiellement à l'usage de corticostéroïdes. Ces résultats-là de Saint-Louis, on les retrouve dans la littérature de façon complètement répétée. Vous voyez à gauche ici les résultats du registre américain, ici à droite les résultats du registre européen. Vous voyez qu'on tourne entre 80 et 90% de survie globale quand on s'intéresse à des patients singulièrement jeunes. Vous voyez qu'ici on a affaire finalement à des enfants ou à de jeunes adultes moins de 20 ans. Et puis, dès qu'on s'intéresse à des patients plus âgés, 20-40 ans, on est autour de 70-75%. C'est pas si mal, mais c'est significativement moins bien. Et alors, dès qu'on passe au-delà de 40 ans, vous voyez qu'on a vraiment une marge d'escalier extrêmement importante. On n'est plus qu'autour d'environ 50% de survie globale. Et ça explique complètement pourquoi, y compris dans nos recommandations du PNDS publiées en 2019, nous restons fermes par rapport à cette âge pivot de 40 ans. Là aussi, ça répond à une question qui était envoyée préalablement. Pourquoi 40 ans? Parce que les études de registre montrent très clairement cet âge-là, c'est un vrai âge pivot. Alors, la question pourrait être de se dire, bon, alors, plus de 40 ans ou pas de donneur géno-identique, oui, effectivement, on va aller vers un traitement immunosuppresseur. Et alors, c'est bien ce traitement immunosuppresseur? Oui, c'est bien. On voit ici, à nouveau, alors c'est encore des patients jeunes, mais on voit que la survie globale avec un traitement immunosuppresseur, on est aussi dans des résultats qui sont de l'ordre de 80-90%. Donc, finalement, ce n'est pas un résultat qui est bien moins bon en termes de survie globale par rapport à la greffe. Donc, on pourrait se dire,
Donc voilà, on a la greffe d'un côté quand on peut, et puis quand on ne l'a pas, on a l'immunosuppression, et c'est très bien comme ça. Oui, mais sauf que voilà, si on s'intéresse non plus à la survie globale, mais à la survie sans événement ultérieur au traitement immunosuppresseur, eh ben, c'est singulièrement moins bien. Je vous ai montré tout à l'heure, oui, il y a des événements post-greffe, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Par contre, il y a énormément d'événements post-immunosuppression. Quels sont-ils ces événements? Ça va être essentiellement la récidive de l'aplasie médulaire à la diminution de l'immunosuppression. Ce peut être la dépendance au traitement immunosuppresseur et des effets secondaires liés au traitement immunosuppresseur, et singulièrement, ça va être des insuffisances rénales, parce que la cyclosporine, c'est toujours néphrotoxique, mais alors quand on en prend longtemps et à bonne dose, ça l'est de plus en plus. Et puis, ça peut être évidemment des infections, et des infections récurrentes, et des infections qui sont parfois sévères, parce que plus on est en aplasie, ou plus on a d'épisodes d'aplasie, et singulièrement d'épisodes de neutropénie qui récidivent, plus on est éventuellement exposé à des infections qui peuvent être plus ou moins sévères. Et enfin, quand on n'a pas beaucoup de plaquettes, eh bien, on peut être exposé à des événements hémorragiques. Donc, vous voyez, c'est ça la vraie différence qui fait que quand on peut, moins de 40 ans et donneur géno-identique, on va proposer la greffe en première intention plutôt qu'un traitement immunosuppresseur qui, si on s'en tient à la survie globale, semble effectivement donner les mêmes choses. Alors évidemment, à partir de là, certains se sont dit, bon, d'accord, quand on voit cette courbe de survie sans événement, on ne peut pas s'en satisfaire. En pathologie maligne, les leucémies, on a appris avec les années que finalement, en modifiant un peu les choses en greffe, on arrive à avoir des résultats très proches, toujours chez le patient jeune, lorsqu'on utilise un donneur géno-identique de la fratrie ou lorsqu'on utilise un donneur pleinement compatible issu des fichiers. Est-ce que c'est la même chose en greffe d'aplasie médulaire? Alors, on a ce premier papier qu'a écrit notre ami et collègue Carlo Dufour au nom du groupe de travail sur l'aplasie médulaire de la Société européenne de greffe, où on voit que, alors ce n'est pas du tout une étude randomisée, c'est une étude comparative, mais à partir de ce qu'on appelle des comparaisons historiques. Donc, on a ici en plein les patients qui ont été allogreffés à partir d'un donneur non apparenté. Ceux-là, ils ont été suivis en prospectif, mais sans unité dans la façon de les prendre en charge. C'est plusieurs centres qui ont été faire ça en première ligne en se demandant ce que ça allait donner. Et puis, on a en pointillé ceux qui ont été greffés à partir d'un donneur apparenté en première ligne. Bon, ce qu'on peut dire à partir de ça, encore une fois, ce n'est pas du tout du prospectif, ce n'est pas du randomisé, ce n'est pas du comparatif. Ça semble donner des résultats tout à fait similaires en survie globale. Et en survie sans événement, ça donne aussi l'impression d'être assez similaire. Qui plus est, lorsque Carlo et ses collègues qui ont fait cette étude comparent la survie globale et la survie sans événement, on retrouve un petit peu ce que je vous décrivais tout à l'heure. La survie globale, la survie sans événement, excusez-moi, elle est bien meilleure lorsqu'on est anogreffé que lorsque l'on reçoit un traitement immunosuppresseur. Et lorsqu'on regarde les résultats d'une greffe en première ligne à partir d'un donneur non apparenté versus une greffe lorsqu'on a attendu de s'assurer qu'un traitement immunosuppresseur ne donnait pas de bons résultats, on s'y attendait d'un point de vue feeling, mais c'est montré ici, là encore, ce n'est pas du comparatif, ce n'est pas tout ça, mais effectivement, quitte à être greffé en non apparenté, il vaut probablement mieux être greffé en non apparenté d'emblée, plutôt que d'attendre 6 mois ou plus de constater l'inefficacité d'un traitement immunosuppresseur avant de se poser la question du non apparenté. Mais encore une fois, ce ne sont pas des résultats en prospective dans ce qu'on appelle le gold standard des études comparatives. On a aussi regardé cela en rétrospectif isolé à partir du fichier de la Société européenne de greffe et on rapporte donc en première ligne des résultats qui sont satisfaisants, 86% de survie globale sur un petit nombre de patients, 65, avec des complications de greffe qui ne sont pas satisfaisantes si on se dit qu'il y a 10 patients qui sont morts. Bon, enfin, on sait que la greffe, c'est de toute manière une thérapeutique qui est violente et qui est grevée d'un certain nombre d'effets secondaires. Et vous voyez que 10% sont décédés d'infections, de maladies du greffon contre l'autre, éventuellement de non-prise ou encore une fois d'un cancer secondaire. Et puis un des marqueurs d'évaluation de l'intérêt d'une greffe à l'heure actuelle, au-delà de la survie globale, c'est la survie sans rechute, ici donc sans récidive de l'aplasie, et sans
maladie du greffon contre l'autre. Parce que la maladie du greffon contre l'autre, c'est un marqueur de gravité, puis ça peut être très invalidant pour la vie future. Eh bien, on voit que ce marqueur-là, il est presque aussi bon que la survie globale, 81% versus 86%. Et c'est pour cette raison-là qu'avec Régis Peffot de Latour, nous avons soumis au programme hospitalier de recherche clinique en 2019 un projet d'investigation prospective de la greffe à partir d'un donneur non apparenté en première ligne de traitement chez les patients mineurs, moins de 18 ans. Donc, ce que vous voyez ici, ces patients de moins de 18 ans qui ont un donneur 10 dixième qui n'est pas un donneur géno-identique, donneur 10 dixième rapidement disponible. Et donc, c'est ce protocole qui s'appelle Upfront MUD. Excusez-nous pour cet acronyme qui fait plus anglais que français, mais on doit leur trouver des petits noms à ces protocoles, que nous avons soumis au PHRC, pour lequel nous avons obtenu un financement. Crise du Covid oblige, ce PHRC n'est pas encore débuté, mais devrait débuter dans les toutes prochaines semaines. C'est ce que nous appelons une phase 2, donc c'est réservé à un petit nombre de patients, 10 centres, 25 patients, enfin 25 patients en aplasie médulaire. S'agissant de patients de moins de 18 ans, on sait qu'on va quand même mettre probablement 3 ans pour les inclure, plus 24 mois de suivi. Donc vous voyez, on s'embarque sur cette question-là dans une étude qui va durer 5 ans au total, avec bien sûr des assurances, des sécurités, hein, avec une analyse intermédiaire au bout de 12 patients. Imaginons qu'au bout de 12 patients, on démontre que c'est beaucoup mieux que lorsqu'on ne va pas à la greffe, ou au contraire, que c'est beaucoup plus mal, on s'arrêtera à 12 patients et on n'attendra pas d'en avoir 25. L'objectif primaire est de voir est-ce que c'est seulement faisable. Quel est le nombre de greffes effectivement réalisées dans un temps très court, dans les 2 mois qui suivent l'identification du donneur. Vous savez peut-être que lorsqu'on identifie un donneur sur les fichiers internationaux, parfois, entre le moment où on l'identifie, on se dit ce donneur-là, il doit être bon. Puis le moment où on va réellement pouvoir le recruter, recevoir les cellules et greffer le patient, il peut s'écouler énormément de temps. Donc, c'est très bien de se dire, bon, nos patients, ils ont des donneurs 10 dixièmes, mais il faut 6 mois pour les obtenir. Alors, il est probablement mieux les mettre sous immunosuppresseurs plutôt que de courir après un donneur certes identifié, mais qui n'arrive pas. Les objectifs secondaires sont très classiques de la greffe. On ne va pas là s'apesantir là-dessus. Critères d'inclusion, les patients de moins de 18 ans avec une aplasie médulaire idiopathique, le fait d'avoir une bonne probabilité d'avoir plusieurs donneurs 10 dixièmes sur les fichiers, ce qu'on appelle le coup de sonde, avec un bon état général caractérisé par ce qu'on appelle les scores de Lansky ou de Karnofsky, pas d'infection active, parce qu'évidemment, s'il y a une infection active, il faut peut-être, là encore, ne pas attendre la greffe, et puis un consentement signé des 2 détenteurs de l'autorité parentale, ça c'est simplement légal. Alors, nos collègues américains, Michael Fusifer, qui est un collègue que je connais bien, ont mené une étude un peu similaire qui a été publiée à l'automne dans un journal d'hémato-cancérologie pédiatrique, PBC, qui était elle aussi une étude prospective sur la faisabilité, comme quoi finalement, vous voyez qu'on ne veut pas se lancer tête baissée dans ce projet-là, c'est intéressant, c'est séduisant, faisons attention de faire bien pour nos patients. Faisabilité, sécurité, une randomisation entre un traitement immunosuppresseur et la greffe de moelle à partir d'un donneur non apparenté totalement compatible, 10 dixièmes. Ici, ils ont pris comme limite 26 ans. Un patient évidemment atteint d'aplasie médulaire idiopathique au diagnostic sans traitement préalable et évidemment sans qu'il y ait de donneur géno-identique. Alors, je vous passe les détails de cette étude qui est maintenant publiée. Les résultats à 4 mois post-randomisation, donc on est tôt. Il n'y a pas de différence sur la reconstitution des polynucléaires entre les patients qui ont été randomisés pour la greffe en première ligne ou pour l'immunosuppression en première ligne. Là, il s'agit d'une étude randomisée. Un certain nombre de patients n'ont pas accepté la randomisation, ou leurs parents, en disant qu'ils voulaient la greffe d'emblée ou qu'ils voulaient l'immunosuppression d'emblée, mais qui ne voulaient pas participer à la randomisation. Puis d'autres patients n'étaient pas éligibles à la randomisation, soit parce qu'ils avaient un donneur géno-identique, soit parce qu'ils n'avaient pas de donneur non géno-identique. La durée médiane de la neutropénie était plus longue chez les patients non greffés que chez les patients greffés. Au final de cette étude, et je pense que c'est extrêmement important de le noter, les auteurs concluent en disant qu'il n'y a pas de conclusion globale possible, en dehors du fait que c'est faisable, mais c'était la question posée par leur étude, feasibility, est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que ça devient un gold standard? Non. Une étude aussi restreinte ne permet pas de dire que le gold standard est maintenant de greffer en première intention, à partir d'un donneur non apparenté, les patients atteints d'aplasie médulaire, jeunes et sans donneur issu de la fratrie.
c'est une question pertinente, c'est une question qui semble faisable. Les études prospectives sont faisables, il faut maintenant les mener. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas éligible à Upfront Mud à l'heure actuelle en France, qu'on est jeune et qu'on n'a pas répondu à une première ligne d'immunosuppression? Comme vous voyez ici, on va aller à la greffe, mais à ce moment-là, il va falloir se poser la question de la greffe alternative. Alors la greffe alternative à partir d'un donneur non apparenté, excusez-moi, là c'était toujours en première ligne, excusez-moi, je reviens sur de la première ligne, mais ce qu'on sait de toute manière, pourquoi elle a à nouveau entre 18 et 30 ans, mais parce qu'il y a ces études, ces deux études d'Andrea Bacigalupo pour le BMT et de Régnier de Villers pour la Société française de greffe de moelle, qui ont montré qu'effectivement, les résultats étaient bien meilleurs quand on avait un ou deux facteurs de risque, quand on en avait deux ou trois, quand on prend comme simple 3 facteurs de risque, avoir un âge de moins de 30 ans, avoir un donneur 10 dixièmes ou moins de 10 dixièmes et être greffé rapidement après le diagnostic. Donc, vous voyez que là, c'est le moment où il faut se dire, bon, mon patient n'a pas répondu après 4 ou 6 mois de SAL cyclo, il n'avait pas de donneur géno-identique, il a un donneur 10 dixièmes, il a moins de 30 ans, je suis tôt derrière, est-ce que je peux effectivement aller à une greffe alternative? Qu'est-ce qu'on en sait de ces greffes alternatives? Vous connaissez cette étude publiée par Régis Peffot de la Tour et l'ensemble des centres français de greffe concernant les résultats d'allogreffe de 100 places internes non apparentées chez des sujets parfois plus âgés que nos 30 ans, atteints d'aplasie médulaire idiopathique réfractaire, avec une absence de donneur 10 dixièmes et n'ayant pas répondu à un premier traitement, hein, c'était des aplasies médulaires réfractaires, eh bien, vous voyez que l'effectif était petit, 26. Ceci des patients jeunes, même si on avait la capacité d'inclure des patients jusqu'à 55 ans. Dans la vraie vie, les patients inclus dans cette étude avaient une médiane d'âge de 16 ans et pour 60% d'entre eux étaient des enfants ou des adolescents. Mais le résultat est tout à fait encourageant, 84% de survie globale à 24 mois. Donc, on est en dessous des résultats de la greffe à partir d'un donneur intrafamilial, mais ce sont des résultats tout à fait encourageants et ceux-là, ils sont validés par une étude prospective. Évidemment, et ça a été aussi posé par certains d'entre vous dans les questions qui ont été envoyées au préalable, qu'en est-il de la greffe haploïdentique dans l'aplasie médulaire? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? La greffe haploïdentique, ce sont des greffes familiales mismatchées. C'est ce qu'on voit ici. Bon, ce qu'on peut déjà voir sur ce document publié par Andrea Bacigalupo en 2018, c'est que cette greffe haploïdentique en aplasie médulaire en Europe reste extraordinairement marginale par rapport aux greffes à partir d'un donneur ou à partir d'un donneur non apparenté matché. Donc, ça montre qu'il continue à y avoir beaucoup de réserves, beaucoup d'interrogations et beaucoup de chemins à parcourir, beaucoup d'études à entreprendre avant de se dire que la greffe haploïdentique peut être une alternative crédible en greffe pour aplasie médulaire. Néanmoins, vous ne manquerez pas de remarquer que nous sommes passés de 6 en 2007, anecdotique, en gros on pouvait dire que ça ne se faisait pas, à 58 en 2016, ce qui veut dire un facteur 10. Donc, de facto, cela démontre qu'un certain nombre d'entre nous se posent la question. Faut-il se la poser de façon propre, scientifique, prospective? Ça ne veut pas dire nécessairement l'essai prospectif en double aveugle. Il y a des alternatives à ça, notamment sur des maladies rares comme les aplasies médulaires, mais ça nécessite que nous nous posions la question collectivement et de façon prospective, de façon à avoir des résultats consolidés, rassurants pour les familles et les patients, évidemment, que l'on puisse présenter et manipuler avec sécurité. Quand on regarde toujours ce papier d'Andrea Bacigalupo, il a pu colliger un certain nombre de publications internationales, alors ce sens qu'elles sont publiées dans des revues
international de médecine. Vous voyez qu'au total, 277 patients, on est au-delà des 56 rapportés dans le papier précédent, dans le même papier, excusez-moi, dans le même papier. Le problème, c'est qu'en fait, l'immense majorité de ces papiers sont des papiers d'origine chinoise. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais papiers, ça veut dire simplement qu'on s'intéresse à une population extrêmement particulière. Pourquoi? D'une part, parce que les Chinois font des greffes haploïdentiques qui ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont faites dans le reste du monde, et que les Chinois ont, en tout cas dans certains bassins de Chine, une population au background HLA assez stable, ce qui veut dire que quand on greffe en haploïdentique, on est parfois au-delà du 5/10e uniquement hémi-identique tel qu'on peut l'être dans une population plus caucasienne. Et donc, ce sont des populations très, très particulières. Par ailleurs, comme vous le voyez, à chaque fois, les effectifs de chacune des publications sont assez faibles. Les âges demeurent de toute manière peu élevés. Vous voyez qu'il y a un âge moyen ici pour cette publication importante de 77 patients qui est à 8 ans. Et puis, il y a des conditionnements qui sont très différents, des prophylaxies de la GVH très différentes, des sources cellulaires très différentes. Donc, bon, c'est difficile malgré tout de se faire une idée très précise avec les particularités dont je viens de vous parler. Néanmoins, ça mérite d'être discuté, ça mérite d'être interrogé, ça mérite d'être questionné, avec donc des résultats globaux dans ce papier-là de 2018 de 85% à 1 an, qui sont un tout petit peu moins bons dans une mise à jour, toujours publiée par Andrea Bacigalupo, mais en 2019 sur un effectif beaucoup plus important de patients, de 80%. Mais encore une fois, ça c'est de la collection, c'est de l'addition de résultats publiés séparément, pas du tout une étude prospective bien conduite. Voilà ce que je voulais vous dire sur les actualités 2021 de l'allogreffe en aplasie médulaire. Merci beaucoup.